Nous écoutons maintenant Jackie Rigaud. Alors on avait le choix entre lui donner 4 heures et un quart d'heure, on lui donne un quart d'heure. Qui va donc nous parler des vins de Loire, le nouvel Eldorado pour les vins de lieu. Merci. Un quart d'heure, c'est Jackie, toi qui as le contrôle, du temps. Ça fait 15 minutes. Hein. Et de toute façon, mon intervention, comme celle de Michel, prépare la partie pratique de tout à l'heure, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous quelques vignerons qui sont venus avec leur, j'allais pas dire quelques flacons, avec leurs flacons. Bon, moi, je vis maintenant dans un village de la côte bourguignonne, mais je suis ligérien de naissance. Et précisément de Pouilly-sur-Loire, où on est au milieu de la Loire, 503 km plus bas, il y a la source, 503 km plus haut, il y a l'embouchure. Et je me suis toujours considéré comme un militant des vins de lieu. Et si mon petit topo est consacré à la Loire, Nouvel Eldorado des vins de lieu, c'est parce que pour moi, la focalisation du vigneron sur le lieu oblige le vigneron à comprendre son lieu, donc oblige le vigneron à respecter ce lieu, et ce lieu qui existe bien avant que lui-même arrive pour s'en occuper. Et comme il a été dit aussi, les sols sur lesquels pousse la vigne existaient avant même les plantes. Donc pour moi, la viticulture de lieu est une viticulture qui, je l'espère, va contribuer à faire en sorte que l'agriculture d'aujourd'hui se transforme complètement pour redevenir une viticulture de terroir respectueuse des équilibres naturels. Et pour moi, j'ai toujours considéré la viticulture comme un peu l'aristocratie de l'agriculture, donc beaucoup plus de moyens que le reste de l'agriculture, et donc peut se permettre de réactiver cette compréhension des lieux, d'autant plus, comme il a été dit, le vin est essentiellement un produit de plaisir, de luxe, de civilisation. Pour notre survie, l'eau et le blé suffisent. Donc, du coup, ça amène, je pense, encore plus le vigneron à sortir complètement de la voie industrielle pour revenir aux pratiques paysannes. Bon, donc, il y a toujours eu deux sortes de vins, les vins fins et les vins ordinaires. Et la Loire, en Loire, comme partout où l'homme a fait pousser la vigne, il y a toujours eu deux catégories de vins, les vins fins et les vins ordinaires. Du temps des Romains, il y avait même 3 types de vins, les vins ordinaires et les grands vins, les vins fins, mais aussi les vins d'imitation pour ceux qui n'avaient pas les moyens de s'offrir les grands vins, mais qui voulaient en avoir une approche. Jusqu'à la Révolution française, il n'y avait de vins fins que de lieu. En effet, à partir de la chute de l'Empire romain, constitué en 476, ce sont les abbayes et les aristocrates qui produisaient les vins fins. En Loire, comme ailleurs, chaque abbaye, chaque seigneur, chaque chapitre d'évêché connaissait ses meilleurs lieux, ces hauts lieux capables d'enfanter chaque année d'excellents vins. En Bourgogne, c'est bien connu, le prince de Conti, par exemple, se gardait la Romanée pour son plaisir et celui de ses obligés. En Loire, les vins de la parcelle Quart de Chaume étaient réservés aux seigneurs du coin. Donc, dans tous les vignobles historiques, il y avait donc des hauts lieux viticoles, producteurs de vins fins. On ne buvait pas du Riesling ou du Gewürz en Alsace, mais du Rangen de Thann ou du Brand. En Anjou, on ne buvait pas du Côte ou du Chenin, mais du Bourg ou du Haut-Lieu. En Anjou, et par exemple des Romains ou des Chambrat, mais il est parti mon ami Vacheron, et donc à Sancerre on buvait du Chambrat, des Romains, etc. Donc dans chaque vignoble il y avait aussi des gourmets chargés de la commercialisation des vins fins et qui s'assuraient par la dégustation de la véracité de l'origine du vin écrite sur le tonneau. Eh bien, ma foi, avec la Révolution française, le vin fin a disparu.
Et ici comme ailleurs. Pourquoi ce vin fin a disparu au profit du vin ordinaire? Bien parce que la Révolution française nous consacre tous égaux et le vin fin devient synonyme du vin des aristocrates et du clergé. Il va donc s'effacer au profit du vin ordinaire pour tous. Bien sûr, assez vite, le bourgeois voulut boire un vin supérieur, d'où la création par les négociants de vins musclés, enrichis grâce à l'émergence des technologies œnologiques et grâce à la pratique des coupages. Un livre que je vous recommande, Le vin d'imitation, il fut réédité une dizaine de fois. Il était question de la recette pour faire du Chambertin ou du Château Lafite, par exemple, parce que pendant toute la période du phylloxéra, eh bien, on avait trouvé le moyen de faire du vin sans raisin frais. Donc les vins fins furent sauvés, j'ai encore quelques minutes. Les vins fins furent sauvés par les savants et intellectuels du XIXe siècle. Parce que pendant toute la première moitié du XIXe siècle, on faisait pisser la vigne. Laramont, par exemple, dont tu as souvent parlé, il est capable de produire jusqu'à 400 hectolitres de vin à l'hectare. Et tout au long de la première moitié du XIXe siècle, ce qui restait de vin fin dans les différents vignobles de l'Hexagone se vendait en plus sensiblement au même prix que les vins ordinaires. Il faut donc attendre le milieu du XIXe siècle, sous le Second Empire, pour que le différentiel des prix repasse d'1 à 6 en faveur du vin fin. Et on doit le sauvetage des vins fins aux intellectuels du XIXe siècle. Et je ne résiste pas au plaisir de rappeler qu'ici, c'est Antoine Lavoisier qui a eu un rôle décisif. Bon, il y a eu Antoine Lavoisier, il y a eu André Julien, il y a eu Jules Guyot, il y a eu Simon Morello ou encore Jules Laval. Mais ici, Lavoisier a eu un rôle considérable. Il écrit au début du 19e, si l'on pouvait rendre à quelques-uns de leur vin leur ancienne bonté qui a été altérée par l'introduction d'un plan plus productif et moins délicat, peut-être deviendrait-il propre à être exporté et le débit en serait plus avantageux. Donc au milieu du 19e siècle, il y a eu un réveil des vins fins et dans tous les vignobles historiques, ça s'est produit et l'exposition universelle va consacrer le retour du vin fin dans la lumière. Bordeaux sauve ses vins fins avec le classement de 1855, des châteaux les plus recherchés. La Champagne avec l'émergence de marques puissantes et en affinant le processus d'effervescence, en créant des vins raffinés et qui imposent le champagne comme vin de fête. Et en plus, ces champenois qui étaient très très forts, qui avaient déjà vu les bourgeois créer des grandes maisons dès le XVIIIe siècle, les champenois, en 1935, ont eu le beurre, l'argent du beurre, puisqu'ils ont eu aussi des grands crus. Et quand on est grand cru en Champagne, c'est tout le village qui est grand cru, comme si tout Gevrey-Chambertin était grand cru. Bref, Bordeaux choisit le château, la Champagne la marque, la Bourgogne, elle, choisit la hiérarchie des climats, inspirée par le classement de Jules Laval, qui distinguait les crus hors ligne, les premières, deuxième, troisième cuvées. Donc, le réveil du vin fin s'opéra sous Napoléon III, fut mis dans la lumière avec l'exposition universelle de 1855 et fut stoppé par le phylloxéra. Eh bien, le vin fin, heureusement, il va revenir, il va être à nouveau reconnu comme vin de lieu par les AOC en 1935. C'est pour ça que Patrick a bien fait de défendre le concept d'AOC qui est malmené, malheureusement, pour un tas de raisons. Donc, la loi sur les appellations d'origine contrôlée de 1935 va officialiser ce choix, qu'il n'y a de vin fin que de lieu, des vins d'origine. Mais les autres vignobles, Bordeaux choisit le château pour sa hiérarchie, la Champagne ses marques, la Bourgogne c'est sa hiérarchie des lieux. Or, les autres vignobles, comme la Loire, eux, ne vont avoir qu'une reconnaissance géographique sans hiérarchie.
sans hiérarchie au sein de leur terroir. Il y a de grands vignobles historiques, comme l'Alsace, qui vont être dans l'impossibilité de retrouver d'emblée leur gloire d'antan. D'autres qui vont disparaître, comme l'historique vignoble d'Orléans, le vignoble royal de Saint-Pourçain, ou le beau et grand vignoble de Moselle, en Lorraine, qui était beaucoup plus important que le vignoble bordelais au XVIIe et XVIIIe, mais qui a périclité. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en 1935, le Ligérien Joseph Capu fut un des initiateurs de la notion d'appellation d'origine contrôlée au début du XXe. Joseph Capu joua un rôle plus décisif encore que ses collègues, y compris bourguignons, comme les Gouges, puisque Capu avait la chance d'être... Enfin, il avait été élu, il était sénateur, et il initia la loi sur l'appellation d'origine, n'ayant de cesse de construire un système cohérent, capable de rendre compte de la diversité et de l'originalité des vins produits dans les grands terroirs de France. Et c'est encore un Ligérien, René Renoux, vigneron en Anjou, qui, alors qu'il présidait l'INAO, qui voulut une refondation éthique et responsable de la viticulture, aux côtés de l'association Sèvres, dont Patrick fut un des grands représentants. Il y avait aussi mon ami Anselme Sellos et quelques autres. Jean-Michel en était aussi, bien sûr. Et donc, au tournant du XXe et du XXIe siècle, c'est donc encore un Ligérien qui a voulu redynamiser l'INAO pour que l'INAO fasse son vrai travail et rappelle qu'il n'y a de vin fin que d'origine et qu'au sein de ces vins, il y a une légitime hiérarchie. Donc, pour reconnaître et affirmer l'originalité organique des vins de terroir, des vins de lieu, il faut réaffirmer la nécessaire segmentation des AOC. La réforme fut adoptée en juin 2006, mais la profession refusa toute réforme de segmentation. René est décédé d'une crise cardiaque et c'est resté sans être adopté. Donc les acteurs du réveil des terroirs, je crois que j'ai encore 1 ou 2 minutes, je vais terminer l'autre sur. Les acteurs du réveil des terroirs ligériens avaient compris cet enjeu et s'étaient engagés dans la reconnaissance de leur haut lieu historique dès les années 80 sur le modèle des climats bourguignons. D'ailleurs, au passage, là, c'est dommage que Jean-Laurent Vacheron ne soit pas là. Il s'est un peu frotté avec notre ami commun Aubert de Vilaine. Aubert de Vilaine, bon, il a fait un travail considérable pour le classement des climats à l'UNESCO. Et aujourd'hui, voilà que le classement des climats à l'UNESCO va faire en sorte que le mot de climat va être réservé à la Bourgogne, ce qui pour moi est pas bien, parce que le climat, le terme de climat, il était utilisé partout où il y avait des hauts lieux viticoles. Bon, bref, c'est comme ça. Donc, les acteurs du réveil du terroir ligérien ont compris cet enjeu. On ne boit plus seulement du Savenière, du Vouvray, du Chinon, du Saumur, du Saumur-Chupigny, du Bourgueil ou du Sancerre, mais on boit un Sancerre-les-Romains, un Vouvray-le-Haut-Lieu, un Chinon Chêne-Vert, un Saumur-Champigny-le-Bourg ou un Savenière La Roche-aux-Moines. Ces lieux-dits reconnus et vinifiés séparément correspondent aux grands crus et aux premiers crus bourguignons. L'appellation sans mention de lieu-dit correspond à l'appellation village bourguignonne. Et c'est par ailleurs ce qu'on faisait avant la Révolution française, quand la viticulture fine était reine et qu'on ne l'avait encore pas sacrifiée au profit du vin commun. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les hauts lieux sont à nouveau reconnus et valorisés dans la vallée de la Loire. Il y a vraiment un réveil des terroirs, un réveil de la viticulture de lieu. Et si les climats de Bourgogne ont été classés à l'UNESCO, c'est pas comme berceau et archétype de la viticulture de terroir dans le monde, c'est pas pour dire que c'est là qu'on fait les plus grands vins du monde, c'est tout simplement pour dire que ces climats classés à l'UNESCO sont inspirants. Et là, comme aujourd'hui, nous avons une chance extraordinaire d'avoir Marie-Thérèse Chapaz comme présidente d'honneur de ces journées. Marie-Thérèse est venue l'an dernier, en 2023, quand il y a eu l'inauguration de la Cité des climats et des vins de Bourgogne. Il y a eu un certain nombre de personnes venant d'ailleurs qui sont venues dire combien
cette philosophie des climats était inspirante pour toutes les viticultures du monde qui s'intéressent aux lieux, qui veulent comprendre leurs lieux et qui veulent nous offrir la possibilité d'apprécier ces goûts à la diversité enchanteresse et différente. Et je vais te céder la parole parce que c'est à toi maintenant de nous préparer, de préparer nos cellules tactiles, nos papilles gustatives, nos cellules olfactives, notre œil aussi, bien sûr, à apprécier cette diversité incroyable des vins de Loire. Et je voulais souligner que les Ligériens ont été au combat pour sauver cette viticulture de lieu, pour faire en sorte qu'elle domine la viticulture industrielle et que l'avenir, c'est l'année du vin fin, ne peut être que des vins de lieu, en particulier les lieux de cette chère Loire. Merci, merci beaucoup Jackie pour ce panorama express et brillant et enthousiasmant pour l'avenir.